Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir monsieur Claude Lelouch, accompagné ce soir par celle qui interprète le rôle d'Alice Paul, celui qui interprète le rôle de Samuel, monsieur Christophe Lambert, celle qui interprète le personnage d'Anna Eldazi-Korfan et Antoine Jean Dujardin. On est vraiment très heureux de vous accueillir tous les cinq. Alors, c'est comme vous le souhaitez, soit vous restez debout, soit vous vous installez sur les mains. Voilà. C'est au choix, voilà. Jean, il est chez lui ici à la maison. Donc des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti par rapport à ce film. Ben voilà, levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Alors c'est vrai que par rapport au déroulé du film, à un moment, il faut que vous reveniez parmi nous. Voilà, on vous laisse atterrir. Et donc du coup, je vais vous tourner vers l'équipe du film. Souvent, en fait, la première question, on la pose au réalisateur, mais comment est née l'idée de... Ah ben, cette question-là, ce soir, elle ne sera pas au réalisateur, elle sera à Elsa ou à Jean, parce que, voilà, finalement, quelque part, vous êtes indirectement impliqué par rapport à l'histoire de ce très beau film de Monsieur Lelouch. En fait, on a pris un avion, bonsoir déjà. On a pris un avion par hasard un jour, Paris-Los Angeles, et on s'est retrouvés dans le même vol. Et on était assis 10 rangs l'un derrière l'autre. Et puis, finalement, au bout de quelques heures, on s'est assis, on a mangé, on a bu, on a rigolé, on a parlé de cinéma, de nos rêves, de nos envies d'acteurs. Et très vite, on a parlé de Claude Lelouch. On était très passionnés et admiratifs des films de Claude Lelouch. Et voilà, et on s'est dit, oh là là, ça serait génial, un film ensemble avec Claude Lelouch. Mon ami Jean aime beaucoup le film qui s'appelle Un homme qui me plaît, avec Annie Girardot et Jean-Paul Belmondo. On a mis la musique entre nous deux, de Francis Lay, du film Un homme qui me plaît. Et je lui ai dit, chiche, on appelle Claude Lelouch quand on atterrit, on fait pareil, on fait un film, voilà, une parenthèse amoureuse, loin. Je lui propose ça, il me dit ok. J'ai appelé Claude Lelouch, j'ai dit voilà, tu as Jean et Elsa où tu veux, quand tu veux. Et 10 jours après, on était dans son bureau et le film... Et Claude avait le début de l'histoire qu'il a écrit avec Valérie Perrin, sa femme, et voilà, c'est parti comme ça. Et après on s'est vus, on a dîné, on a rêvé de ce film pendant 1 an, et on a travaillé ensemble, voilà, à faire ce film. Belle histoire, parce que souvent, voilà, dans ce sens-là, c'est quelque chose de très très rare. Et ça débute comme un film de Claude Lelouch, en fait, où le hasard a été important dans le début de ce film. Monsieur Lelouch, on est très honoré de vous accueillir ce soir. Elsa a commencé à expliquer un petit peu, voilà, ce qui a été un petit peu le déclencheur, mais en dehors de, voilà, cette histoire d'amour, cette comédie romantique, il y a aussi ce coup de foudre pour vous avec l'Inde, le mélange des deux, ce coup de téléphone, enfin voilà, comment on arrive finalement à ce scénario où tout s'imbrique, tout se mélange, des acteurs qui finalement veulent tourner avec vous, ce nouvel amour pour cette Inde mystique. Oui, alors c'est, encore une fois, le hasard dans ma vie a eu beaucoup de talent, il a toujours eu beaucoup de talent, et c'est vrai que c'est grâce à lui que je suis allé souvent là où je n'avais pas eu le culot d'aller autrement, et donc quand Jean et Elsa m'ont appelé, j'ai tout de suite percuté, j'ai trouvé l'idée formidable, et très très vite, je me suis mis au travail, et ça tombait d'autant mieux que ça fait juste 50 ans que j'ai fait Un homme et une femme, et j'avais très envie, 50 ans après, de refaire une histoire d'amour, pour faire le point, et puis pour savoir si j'avais appris 2-3 trucs en 50 ans, voilà. Et donc j'ai trouvé que ce couple était tout à fait formidable, parce que j'avais envie de raconter une histoire entre un homme et une femme qui sont adultes, qui ont déjà vécu pas mal d'histoires d'amour, et qui ont le courage de parler comme ils pensent. Ça change beaucoup de choses, voilà, et donc c'est en partant là-dessus que je me suis dit, tiens, il faudrait que aussi le voyage qu'on va faire soit dans un pays où le rationnel et l'irrationnel se mélangent formidablement bien, parce que
dans une histoire d'amour, il y a beaucoup de rationnel et beaucoup d'irrationnel. En général, toutes les histoires d'amour sont des histoires compliquées, et dès qu'elles deviennent simples, la première chose qu'on fait, c'est de les recompliquer. Voilà. Et donc c'était autour de l'expérience, et puis j'avais très envie de faire le portrait d'un homme et une femme qui se rencontrent alors qu'ils sont très amoureux déjà. Rencontrer quelqu'un quand tout va mal ou après une séparation, c'est assez simple. Mais rencontrer quelqu'un au moment où tout va bien, car au moment où ils se rencontrent, Anna est très amoureuse de son ambassadeur, Jean est très amoureux d'Alice, et je voulais montrer à quel point l'amour est fragile et qu'il n'y a pas de protection. C'est une véritable drogue sans limite, voilà. Et donc voilà, alors donc je suis parti en Inde, on s'est vu souvent avec Jean et Elsa, on a déliré, j'ai tout de suite senti qu'ils avaient envie de prendre tous les risques, qu'ils avaient envie de s'amuser, qu'on allait faire un film que pour des bonnes raisons. Enfin, je veux dire que toutes les conditions étaient réunies pour que ma caméra puisse s'amuser avec eux. Et surtout, j'avais des comédiens qui étaient, je veux dire, motivés, prêts à jouer le jeu, à partir comme ça avec sac au dos. Il n'y avait pas de caravane, il n'y avait pas de loge. C'était pas le cirque habituel du cinéma. On a vraiment voyagé. On avait plus l'air de touristes que de cinéastes. Et en plus, on a eu la chance de tourner le film au fur et à mesure. Ce qui fait que chaque jour, après le tournage, on pouvait améliorer, réécrire, se recentrer et vivre cette histoire plus que la tournée. Et puis il y a eu aussi Alice Paul et Christophe Lambert qui sont le pendant et qui sont vraiment des acteurs que j'ai découverts aussi dans ce film, ce qui fait que j'ai travaillé qu'avec des acteurs tout neufs, vous voyez, et donc c'était la fête. Non, vraiment, j'ai eu 4 acteurs absolument sublimes qui en plus m'ont fait que des cadeaux et ont accepté que je leur vole non seulement leur savoir-faire, mais leur cicatrice, leur expérience. Ils avaient vraiment envie de donner au film leur vécu et j'en ai profité. Donc voilà, le film s'est nourri de ce que sont vraiment Jean Dujardin, Elsa Silberstein, Christophe Lambert et Alice Paul. Et je peux dire que leur personnalité collait formidablement aux propos. Voilà, donc on a bien voyagé. Et puis il y a eu Amma. Voilà. Des micros circulent dans la salle, dès que vous souhaitez réagir, voilà, levez la main. Mademoiselle, je viens à vous. Bonsoir. En fait, je ne vais pas vous poser une question sur vous, je vais vous poser une question sur comment avez-vous réagi quand vous êtes arrivé en Inde. Parce que moi, j'ai voyagé dans ce film et ce qui m'a plus ému que cette histoire d'amour qui est racontée, c'est tout ce qu'on voit. C'est cette misère et pourtant cette beauté sur ces visages, c'est cette envie de partager, c'est cet amour. Et du coup, je voudrais juste savoir, vous, entre guillemets occidentaux, comment vous avez vécu ce voyage-là, avec ces gens-là, avec les gens que vous avez rencontrés. Voilà. Qui veut commencer ? Comment on l'a vécu? Ça t'a plu quand même l'histoire? Oui, c'est pas qu'un documentaire, je veux dire. Non, c'est gentil. Non, parce que sinon on s'est fait chier pour rien. Mais non, on l'a vécu. Moi je suis un peu monomaniaque, c'est-à-dire que quand je m'engage sur un tournage, je pars tourner, je pars quand même travailler. Il se trouve que quand tu arrives quand même là-bas, c'est un choc visuel, olfactif très fort quand même. L'Inde, c'est beaucoup. Après, j'étais pris sans arrêt entre mon personnage, entre ce que je voyais, mais il fallait pas trop que je m'échappe non plus du script. Alors, j'ai eu un peu de mal, moi, les 10 premiers jours. On était à Delhi, puis ensuite Bombay, puis on a commencé à travailler avec aussi les équipes indiennes. Et puis, on est allé à Allahabad, c'est ça, à la Mela. Et là, à la Mela, on a vu des choses quand même. On a vu des choses qui étaient à la fois très choquantes, très touchantes. Et puis quand on dépasse le stade du touriste, ça y est, c'est à 3 semaines, un mois, déjà on se dit ça va mieux, et puis on se sent bien. Et puis je sais toujours pas, moi, ce qui m'en reste, mais je sais un truc, c'est que j'ai envie d'y retourner. Je suis encore curieux de ça. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas encore vraiment quoi. Voilà.
Mais c'est de l'ordre de l'invisible, comme dit Claude. Il a filmé des choses. Peut-être que je sais pas, peut-être qu'on le voit dans nos regards, notamment chez Ama aussi. Chez Ama, on est un peu gêné parce que on est là aussi pour faire une scène et en même temps on voit des gens qui viennent chercher aussi des solutions à leurs problèmes. Alors on a un peu honte, on se dit j'ai pas vraiment ma place et en même temps on a fait le chemin comme tous les pèlerins. On a essayé d'être là, de raconter notre histoire et de ne pas déranger la leur. Voilà, donc c'est des moments assez rares, assez complexes. La question était pour chacun. Donc, non, c'est un moment très fort. Tu peux imaginer d'arriver dans ce pays. Comme dit Jean, les premières minutes. J'étais déjà allée en Inde il y a 15 ans pour un festival. Mais là, c'est différent quand tu vas rester 7 semaines dans un pays où tous les matins, tu vas au-devant des gens, finalement. Toutes les scènes dans les trains. Les gens, ils ne sont pas figurants. Ils sont avec nous dans les trains. Ils n'en ont rien à faire de savoir qu'on tourne un film. Donc, ils vivent, ils mangent, ils parlent. En même temps, ça aide et en même temps, c'est difficile. Puisqu'on est vraiment, j'ai envie de dire, quand on est un acteur, on a envie d'essayer d'oublier qu'il y a une caméra et on cherche la vérité. Donc cette vérité-là, on peut dire que c'est aussi l'environnement et ce pays incroyable qui nous l'a donné. Et voilà, et en même temps, c'était difficile de voir ce qu'on a vu chaque jour. Comme dit Jean, on était à Kumbh Mela, il y avait des gens dans la grande détresse, ou chez Ama, ou tout le temps dans la rue, et les gens n'ont rien. Donc c'est difficile. Et en même temps, on fait un film, donc comme on est peut-être un peu des petits soldats, quand on fait un film, on est passionné, on est autour d'un grand metteur en scène, c'est vrai qu'on est là à faire notre film. C'est un mélange bizarre où le réel et la fiction s'entremêlent tous les jours, et où ça nous nourrit, où ça nous attriste, tous les jours, voilà, il y a des miracles aussi qui se sont passés, et des scènes qui sont nées parce qu'on a vu telle ou telle chose, parce qu'on était au bout de 3 semaines ensemble et qu'on se dit tiens là il faudrait rajouter ça ou ça. On a oublié presque qu'on faisait un film à certains moments, même si les caméras nous filment, mais on est vraiment dans un univers fort et un pays extraordinairement magique où le rationnel et l'irrationnel se mêlent. Voilà. Pour moi, ce qui m'a le plus touché, c'est que contrairement à des civilisations comme les autres, l'Occident en général, les gens là-bas acceptent leurs conditions. S'ils sont nés pauvres, c'est qu'ils sont en début de vie. S'ils sont riches, c'est qu'ils sont en fin de vie. Et je trouve ça admirable de ne pas avoir d'envie, de jalousie envers l'autre. Et c'est ce qui m'a le plus frappé. Et quand on vient de chez nous, la première fois qu'on voit ça, on se dit que c'est magnifique. C'est qu'en fin de compte, le monde entier doit être comme ça. En arrêtant de se regarder les uns les autres, et de se jalouser, et de se critiquer, c'est de se tendre la main en se disant « je suis comme je suis et je vais essayer d'en tirer le meilleur ». Même si je suis au fond du trou, même si je suis pauvre, même si j'ai pas de maison. Ce sont des gens qui vivent l'espoir. Demain sera meilleur. Et ça, je trouve que c'est un sentiment qu'on devrait adopter ici, beaucoup plus qu'on le fait. Voilà, donc ça a été... Si à Aix. Ça a été... ça a été un beau choc, un choc positif. Voilà. À Marseille, ça va très bien. Hein. Si. Bougez-vous. Moi, on m'avait dit, mais tu vas voir en Inde où on adore, on déteste, j'ai adoré. Voilà. Après, c'est difficile d'expliquer pourquoi, comment. Voilà, je partage à peu près la vie de mes amis. Après, le truc formidable, c'est de découvrir qu'à l'autre bout du monde, voilà, il y a une autre vie complètement différente, que les gens n'ont pas du tout la même façon de penser et de vivre. Et c'est en fait très encourageant, voilà, les perspectives que ça ouvre. Donc j'ai adoré. Oui, non, je ne peux que confirmer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si un extraterrestre se posait aujourd'hui sur la Terre, je lui souhaite de se poser en Inde. Parce que c'est le pays de tous les paradoxes, de toutes les contradictions, et il y a une synthèse extraordinaire de toutes les... Oui, justement, de tous ces paradoxes qui font que... il y a une acceptation extraordinaire, et depuis très très longtemps, tous les gens me disaient « mais tu devrais un jour tourner en Inde, tu devrais tourner en Inde. Quand on voit tes films, la belle histoire, les uns les autres, ton point de vue sur la réincarnation, tu devrais aller dans ce pays. » Et oui, j'avais un petit peu peur d'y aller parce que Et c'est vrai que si j'y avais été plus tôt, j'aurais peut-être fait beaucoup plus de films. Voilà. C'est un pays qui correspond tout à fait à l'idée que je me fais.
de la vie, et c'est vrai que là-bas, la mort n'a pas le même sens. La mort n'existe pas, on va de vie en vie, on progresse, on est là pour l'éternité, on a tout notre temps devant nous pour faire tout ce qu'on a à faire, et ça me convient beaucoup plus que l'idée de la mort telle qu'on essaie de nous la présenter dans nos civilisations. Voilà, et puis voilà, et encore une fois, je pense que le vrai metteur en scène de ce film, c'était les miracles auxquels on a eu droit tous les jours sur le plateau, et ça c'est inexplicable, voilà. Voilà, pour la première fois, j'ai eu le sentiment de filmer la partie invisible de mes personnages. Voilà, et voilà, cet endroit magique, secret qu'il y a chez chacun d'entre nous et qui fait qu'à un moment donné, on approche la vérité. Voilà. Alors, la vérité, personne d'entre nous ne la détient, mais comme j'avais des acteurs qui étaient convaincants et sincères, moi j'ai totalement cru à l'histoire que je racontais. Voilà. Autre question, réaction? Oui, monsieur, le temps que on vous emmène un micro, je vais vers monsieur. Bonsoir. Alors, merci pour ce temps. Alors, j'avais 3 questions. La première, c'est pour monsieur Dujardin. Est-ce que dans le train, avec les 2 voyageurs, les scènes étaient improvisées? Ça, c'est la première. Laquelle, pardon? Les 2 scènes. Celle où vous prenez le voyageur comme ça. Dans le bus. Non, dans le bus, pardon. Jean-Pierre. Et après, bon, dans le train, où vous chatouillez, on va dire, les pieds du voyageur. Après, à toute l'équipe, si vous avez vu le film de Yann Kounen, Darshan, à propos de sa symphonie Ama, et si les Darshan qu'elle vous a fait du bien à tout le monde ou pas? Oui, en ce qui concerne les petites scènes dans le bus, généralement c'est des queues de scène, quoi. On vient de terminer de jouer et effectivement, il laisse tourner. Claude, c'est l'avantage, c'est aussi la raison pour laquelle on va chez lui, c'est que on sait qu'il n'y aura jamais coupé. Donc il y a toujours une place, à l'accident. Et puis il y avait ce Jean-Charles, et cet homme à côté qui était très très gentil, très souriant, parce qu'on a vraiment fait le voyage avec eux. En fait, eux ils sont pas figurants, en fait, ils montent dans le car, mais ils vont d'un point A à un point B, et s'ils peuvent se servir de ça, ils le prennent. Donc voilà, il était là, je me suis amusé avec lui. Et pour le pied, c'est pareil, il y a un pied, moi je gratte avec un pied. Il faut faire attention parce que c'est très... Le pied, en plus, apparemment, le pied, c'est sacré, ouais. Et le câlin d'Ama, c'est un beau câlin, c'est un grand câlin, c'est très chaud, c'est très agréable. Je crois que la dernière fois qu'on m'avait pris dans les bras comme ça, aussi longtemps, ça devait être avec ma mère quand j'avais 8 ans, donc ça vous fait... C'est très étrange, je suis arrivé un petit peu comme le personnage, un peu en sceptique, et puis finalement tout ça s'évapore très rapidement parce qu'on voit juste c'est la bonté du geste, c'est quelque chose de très simple, que vous pouvez faire aussi ici, si vous voulez, entre vous. Et c'est très très agréable, vraiment très agréable. Ça m'a pas rendu plus, je sais pas moi, plus spirituel, mais j'ai apprécié. Alors justement, par rapport à ce geste, Darshan, comment Alice et Elsa, vous l'avez vécu? Parce qu'on voit, voilà, vous êtes tous passés dans les bras de cette femme, et après je demanderai à monsieur Lelouch la rencontre avec cette femme extraordinaire. C'était un moment très fort. C'est vrai qu'on était au milieu des gens, il fallait se fondre et se faire discret. On avait complètement oublié qu'il y avait des caméras. Il y a 3 caméras sur scène, on ne sait même plus quand on est filmé, ni quand on n'est pas filmé. C'est un moment bizarre où, je disais, la fiction et le réel sont mêlés. Moi, j'étais avec mon rôle, donc Anna, elle veut un enfant, donc j'étais chargée de tout ça. Et en même temps, à ce moment-là, dans le film, elle est troublée par le personnage de Jean, donc moi, je l'ai vécu en me disant qu'elle était complètement émue et très bouleversée dans son corps et dans son intime à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un moment très très intime qu'on vit au milieu de 5, 6, 7 000 personnes. Donc j'ai réussi à retrouver le moment intime, absolu. J'étais seule avec elle. Donc c'était un moment extrêmement fort. Et on a eu la chance qu'elle vienne à Paris il y a 1 semaine et demie. Et je suis retournée. Et elle nous a vraiment fait un cadeau avec Claude. On était sur scène. On a fait un discours, on a parlé de cette expérience.
Et j'ai envie de revenir à ce que disait Christophe. Quand on va là-bas et qu'on rencontre les yeux des gens, ils n'ont pas le même regard. Et si je peux transmettre, c'est comme si elle vous regardait avec tellement d'humanité, de bienveillance et de tolérance, ce petit regard, ce regard fort et simple, on a envie de dire, on le prend et on regarde le monde autrement. Et depuis que je l'ai vu, ça m'a... Peut-être que ça correspondait à quelque chose d'intime pour moi, mais c'est voilà, une sorte de tolérance, de bienveillance sur le monde, de regard sur les êtres, qui fait que c'est important d'avoir ça dans le regard et de l'avoir vu. Alice? Écoutez, moi, donc je suis arrivée pour le câlin avec Ama, je connaissais pas du tout ni ce qu'elle avait fait, ni j'ai pas voulu me renseigner parce que je me suis dit, comme mon personnage arrive avec ce côté découverte, ça va m'aider, quoi. Donc je suis arrivée, j'étais quand même très intimidée parce qu'il y avait des gens qui ont traversé le monde pour arriver là, qui ont fait des économies pas possibles pour être jusque là, arriver à ce moment-là, puis je me sentais un petit peu intruse. Et Claude m'a dit, bah tu fais la queue et puis tu vas faire le câlin, quoi. Et c'était génial parce que d'un coup, dès que je suis arrivée dans ses bras, j'ai arrêté d'être mal parce que donc elle m'a pris dans ses bras, donc je l'ai repris dans mes bras. C'est normal, on prend dans les bras, tu reprends dans les bras. Sauf qu'en fait, tout le monde a rigolé parce que normalement c'est unilatéral le câlin. Après, j'étais gênée, donc j'ai voulu faire un bisou, je lui ai fait un bisou sur la bouche. Enfin, c'est devenu un sketch. Et elle riait, mais à gorge déployée, c'était incroyable. Du coup, c'était un moment hallucinant. Et j'ai vu j'étais gênée d'être un peu, je me disais, quelle abrutie, je sais pas du tout le geste qu'il faut, je sais pas comment en faire. Et du coup, elle riait tellement que je me suis dit, bah non, c'est pas grave, voilà, c'est ça la bienveillance, et c'est, tu juges pas parce que l'autre n'a pas exactement les codes, c'est pas grave, et voilà, voilà, tout est dans son sourire, hein, cette dame. Voilà. Claude, comment vous avez rencontré cette femme? Oui, alors moi, c'est quand j'ai commencé les repérages en Inde, je suis allé 3 fois en Inde, 2 fois en repérage et 1 fois pour le tournage. Tout le monde me parlait d'Ama, tout le monde. Et Raoul Vora, qui joue le rôle du metteur en scène dans le film et qui a été aussi un guide avec nous, et avec Azoulay, qui est aussi ici dans le coin, là, qui nous a offert les portes de l'Inde. Tout le monde me disait, il faut absolument que tu rencontres cette femme, parce que finalement, vous faites le même métier, vous parlez d'amour tous les deux. La religion d'Ama, c'est l'amour, et la mienne, quelque part, c'est peut-être aussi ça, voilà. Et donc, j'ai eu envie de rencontrer cette femme, plus par curiosité qu'autre chose. Et puis je trouvais l'idée d'embrasser les gens, de les prendre dans ses bras. Le pape, lui, quand il va sur son balcon, il fait ça et puis il bénit 200 000 personnes d'un coup, vous voyez. Et elle, Ama, elle fait du sur-mesure. Elle vous prend l'un après l'autre, elle vous regarde, elle essaie de comprendre qui vous êtes, elle vous prend dans ses bras, elle vous donne de l'amour, et avec de l'amour, elle part du principe que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je suis descendu dans le Kerala, dans son village natal, où elle faisait son darshan, et c'est vrai que j'ai été très très impressionné. Et j'étais très gêné à un moment donné de me dire, tiens, je vais reconstituer ça dans un film, il va falloir que je trouve quelqu'un pour faire le rôle d'Ama. J'étais très très mal à l'aise, je me suis dit, oh là là, je vais faire une grosse arnaque, ça me plaît pas, il va falloir que je change un peu le scénario. Et puis j'ai eu la chance, grâce à un assistant d'Ama, qui vient me voir, il me dit, écoutez, je vous ai arrangé un rendez-vous avec Ama. Et donc j'ai rencontré Ama dans un petit bureau, comme ça, une sorte de bureau-cellule, comme ça, très modeste. J'ai ouvert la porte, elle m'a fait un sourire comme vous ne pouvez pas imaginer. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré pendant 3-4 minutes. Jamais, aucune femme ne m'avait serré comme ça, et pourtant, j'ai eu beaucoup de chance. Et après, elle m'a dit, je ne sais pas ce que vous allez me demander, mais je vous dis oui. Voilà. Et donc, elle s'est invitée finalement au film, et ça a été pour nous un miracle extraordinaire, parce que je savais à ce moment-là que l'esprit d'Ama serait dans le film, par rapport aux personnages qui sont tous en quête de quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages sont récompensés dans le film. Lui, il devient ambassadeur des États-Unis, elle, une concertiste dont c'est un triomphe, hein, toujours complet. Elsa, un enfant, et Jean, il a plus mal à la tête. Et il a peut-être aussi trouvé. Donc, on voulait s'amuser avec ça. C'était amusant qu'il y ait un parfum de miracle. Quand on croit au miracle, de temps en temps, ils arrivent. Voilà. Donc,
Vous avez vu, la porte est grande ouverte et chacun de vous peut faire la fin qu'il a envie de faire et mettre dans ce film tout ce qu'il a envie de mettre. Je pense qu'il faut rentrer dans ce film avec sa propre expérience et refaire le film pour chacun de vous. Voilà. C'est un peu comme pour Ama. Voilà. Mais je vous conseille violemment de vous embrasser. Hein. Essayez là d'ailleurs, tout de suite là. Embrassez vos voisins, vous allez voir. Allez, voilà, regardez là, voilà. Regardez, c'est formidable, non? C'est pas formidable? Voilà. Alors imaginez Ama qui vous prononce. J'ajouterais aussi que peut-être le Ama du cinéma, parce que moi des fois j'ai eu l'impression que le film me prenait dans les bras et il me disait regarde, voilà tes erreurs, voilà ce que tu devrais faire, voilà comment tu pourrais peut-être suivre un certain processus qui t'amènera peut-être un jour à être un peu plus sage et un peu moins à la recherche de choses qui n'en valent pas la peine. J'aimerais poser une question un peu plus technique à M. Lelouch. Vous faites souvent allusion à Roméo et Juliette. On sait que Shakespeare a écrit 34 pièces, il a participé à la rédaction de 3 autres, et ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que dans toutes ces pièces, Shakespeare est obsédé par l'image qu'il donne de son art. J'entends par là que j'ai lu les 37 pièces, j'ai cette chance, et sans arrêt, les personnages se mettent en scène. Sans arrêt, Shakespeare nous montre des gens, mais en nous disant comment il est en train de rédiger sa pièce, en nous expliquant comment il fait pour créer cette œuvre d'art. Et j'ai eu l'impression ce soir que c'était un petit peu votre démarche ce soir, dans ce film, puisque on trouve de très très nombreux passages du film pendant lesquels on a l'impression que vous vous adressez au public en disant « Voilà ce que je suis en train de faire ». J'ai quelques scènes en tête, par exemple la première scène où vous filmez quelqu'un en train de filmer alors que vous filmez en même temps ce qui se passe derrière. La scène du train où Jean Dujardin et le personnage qui est en face de lui changent de personnage et se mettent eux-mêmes en scène. Il y a la scène aussi où Jean Dujardin refuse qu'on le filme. Donc une très haute technicité qui est peut-être le fait des gens qui maîtrisent totalement leur art. Je crois que lorsqu'un artiste maîtrise totalement son art, il a envie de transmettre certaines choses par rapport à la façon dont il fait les choses. C'est vrai pour Shakespeare, c'est vrai pour de grands poètes aussi. Voilà. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous confirmez? Écoutez, c'est formidable tout ce que vous venez de dire parce que vous voyez, je disais tout à l'heure, chacun de vous doit s'approprier le film. Voilà. Moi, je pense que j'aurais jamais pu faire ce film sans en avoir fait 45 avant. Je veux dire, on a tourné le film en 7 semaines, mais c'est quand même 50 ans de travail. Et c'est vrai que c'est un film miroir où tous les couples se reflètent. Il y a le vrai, le faux, le semblant, et je suis très très heureux de tout ce que vous avez dit parce que vous êtes allé très très loin dans votre observation du film. Ce film a été fait pour qu'au premier degré tout le monde puisse rentrer dans ce film et puis après chacun peut effectivement aller chercher des interprétations, c'est ce que nous avons voulu. J'ai voulu avant tout filmer la vie. Je pense que tous les grands auteurs et même les petits auteurs, leur rêve c'est de parler de la vie, de filmer la vie. Bon, moi la vie, j'en suis tombé amoureux très vite, malgré tous ses défauts, malgré toutes ses injustices. Je trouve que c'est un spectacle extraordinaire. Je ne me suis jamais lassé du spectacle du genre humain et je ne suis rien d'autre qu'une concierge. Je suis une concierge curieuse qui s'intéresse, j'observe les gens et mes films sont uniquement le résultat de mes observations. Voilà. Donc ce que je mets dans mes films, ce sont des parfums de vérité, comme ça, que j'ai pris à droite, à gauche. Quand j'arrive en Inde, c'est vrai que quand je vois ce pays, j'ai envie de le filmer. J'ai envie de le filmer pour le faire aimer à un maximum de gens. Quand je tombe amoureux de quelque chose, je suis sans limite. Et c'est vrai que dans ce film,
l'amour a été omniprésent. Je suis tombé amoureux de l'Inde, mais je suis tombé amoureux aussi de mes acteurs. C'est pour ça que je les ai filmés de cette façon et que j'ai réussi, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être à filmer une part d'invisible. C'est la chose la plus intéressante quand on se rencontre. Voilà. Donc c'est un film miroir où chacun de nous peut trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Et encore une fois, j'ai essayé de filmer modestement la vie. La vie, et qu'est-ce que c'est que la vie? C'est un mélange de genres. C'est rien d'autre qu'un mélange de genres. C'est un polar, c'est une histoire d'amour, c'est un film d'horreur. Tout ça, c'est notre vie, voilà. Et c'est ce mélange de genres que j'essaye de mettre dans mes films. Voilà, en tous les cas, je suis ravi de ce que vous m'avez dit, ça m'a fait très plaisir. Encore 2 mots, je serai très rapide. J'ai lu il y a très longtemps un livre écrit par M. Forster qui s'appelle Passage to India. Je ne sais pas comment on l'a traduit en français. Je crois que c'est La route des Indes, en fait. Il parle du livre et j'ai retrouvé beaucoup de choses de ce livre dans votre film. Et j'invite les gens à lire ce livre s'ils ont envie d'en savoir plus sur l'Inde et tout cet aspect un petit peu mystique. Et bon, je vais faire un petit peu de pub pour les cinémas extra. J'ai un pass, je vois un film par jour et je peux vous dire que votre film, eh ben, il est magnifique. Merci. Vous savez, on ne sort pas indemne de l'Inde. Je ne suis pas le premier cinéaste à aller en Inde. Vous avez nommé David Lean, il y a eu Jean Renoir, il y a eu Louis Malle, il y a eu Rossellini. Tous ces metteurs en scène sont revenus très chargés de ce pays qui est effectivement le pays peut-être qui nous explique le mieux les contradictions que nous vivons au quotidien. Bonsoir, bravo à tous. Monsieur Lelouch, j'ai toujours été frappé par, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, sur la manière dont vous aimez les acteurs et dont vous les mettez en lumière. Vous savez aussi les écouter, parce que si je ne me trompe pas, par exemple, Jean-Louis Trintignant vous a conseillé de changer la profession de son personnage dans Un homme et une femme, et vous l'avez écouté. C'était pas du tout le personnage prévu au départ. Et il y a des scènes qui reviennent un peu de tous les films que vous avez faits quand on voit celui-là. Parce que votre film, c'est un film aussi sur les regards, sur les visages. Moi, j'ai en mémoire toujours cette fameuse scène entre Michel Morgan et Serge Reggiani. C'est un bonheur du cinéma. Et comment vous le travaillez, ça justement, cette façon que vous avez de filmer les regards? Vos acteurs sont absolument magnifiques. Et même Venantini, je suis très heureux de revoir dans votre film. Et c'est absolument superbe. Comment vous le travaillez, ça? Alors écoutez, vous savez, il y a un acteur important, très important, c'est la caméra. Cet acteur, il a joué dans tous les films de l'histoire du cinéma et dans tous les plans. Donc quand on devient cinéaste, le premier acteur qu'il faut apprendre à diriger, c'est la caméra. Après, comme cet acteur va jouer avec tous les acteurs que vous allez lui proposer, la caméra vous explique beaucoup de choses. En 50 ans, je lui ai tout fait faire à ma caméra. Des travelling, je l'ai mis dans des hélicoptères, dans des bateaux, enfin je lui ai tout fait faire. Et à la fin du compte, on s'aperçoit que quand on filme des hommes et des femmes, il faut les filmer à hauteur d'hommes et de femmes. Il faut que la caméra, la meilleure position pour la caméra, c'est être à la hauteur des yeux des acteurs que vous filmez. Je veux dire que dans la vie, quand on se parle, on est à hauteur des yeux. Et pourquoi à hauteur des yeux? Parce que la vérité, elle est dans les yeux. Voilà. Donc, j'ai essayé de filmer 1+1 à hauteur des yeux de mes acteurs. Et surtout, il ne faut pas oublier que j'avais une bande d'acteurs incroyable, qui étaient vraiment d'une générosité folle, et qui m'ont fait plein de suggestions. De la même façon que Jean-Louis Trintignant, quand il m'a dit « Ah, j'aimerais être coureur automobile », j'ai sauté là-dessus, j'ai dit « C'est formidable, allons-y, on va y aller ». Voilà. Donc, les acteurs, à un moment donné, ont des pulsions, des envies,
Et je lutte jamais contre ces envies. Je vais dans leur sens. C'est comme dans une histoire d'amour, à un moment donné, on va l'un vers l'autre. Vous voyez, c'est aller l'un vers l'autre. Et donc je vais vers les acteurs viennent vers moi, et c'est encore une fois cette rencontre qui fait qu'à un moment donné, on arrive à filmer des parfums de vérité, des moments d'authenticité comme ça. Et voilà. Et donc j'aime vraiment, vraiment les acteurs. Je les aime parce que ce sont des enfants et que j'adore les enfants. Voilà. Et avec eux, je peux m'amuser complètement. Je m'amuse avec eux et ils m'emmènent dans des endroits que ma mise en scène ne m'emmènerait jamais. Et puis surtout, le grand directeur d'acteurs dans mes films, c'est la musique. C'est la musique qui est le plus grand des directeurs d'acteurs parce que la musique s'adresse à votre inconscient, à tout ce que vous ne contrôlez pas, et c'est elle qui fait décoller les comédiens. Donc, quand je suis en panne de paroles ou d'idées, je leur envoie la musique sur le plateau, et la musique fait le reste du travail. Et je salue au passage Francis Lay qui a fait la musique de ce film et qui est un des acteurs principaux de ce film, puisque le personnage principal est un compositeur de musique. Voilà. Mais c'est quand on va l'un vers l'autre. On ne peut pas lutter avec un acteur. Je veux dire que il y a deux sortes de metteurs en scène. Il y a les violeurs et les voleurs. Moi, je suis un voleur. Je leur vole tout ce qu'ils veulent bien me donner. C'est le paradoxe, vous voyez. Et c'est vrai qu'ils me font cadeau non seulement de leur savoir-faire, mais de leur vie. Ce qui est important, ce sont les cicatrices de chaque comédien, l'expérience qu'ils ont de la vie. C'est cette expérience dont ils m'ont fait cadeau, et je remercierai jamais assez les 4 acteurs qui sont là, et en particulier Jean, qui, dès le départ, m'a fait cadeau de son humour, de son envie de déconner tout le temps, de son amour de la vie. Je me suis surimpressionné à la tendresse que je lui portais, et pareil pour les autres comédiens qui sont là. C'est-à-dire que si je n'aime pas un comédien, je pourrais pas le diriger. Je pourrais pas filmer un héros si dans la vie c'est pas aussi un héros. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la mise en scène. Peut-être une dernière question, dernière réaction. Monsieur, j'ai vu une main qui s'est levée, non? Si, monsieur, alors juste le temps que le micro arrive à vous, ce sera la dernière réaction. On a évoqué bien sûr l'importance des comédiens, on a évoqué la caméra, on a évoqué la musique. Je voudrais juste dire un petit mot sur le scénario, puisque dans la salle, vous avez pu apercevoir plusieurs fois une dame qui s'est installée ici pour prendre des photos. C'est Mme Valérie Perrin, qui est co-scénariste du film et que je vous demande d'applaudir. Voilà. Et c'est la femme de ma vie, en plus. Ah oui, Katia, elle est là. Oui, c'est elle qui m'a présenté ma femme. Voilà. Elle est là, ce soir. Oui, voilà. Monsieur. Oui, je voulais simplement vous dire que 1h52, on les a pas vus passer. Ah ouais. Et tout à l'heure, monsieur Dujardin, vous disiez que c'était un documentaire sur le temps de l'humour, dont on connaît. Eh bien, on n'a pas vraiment l'impression d'être au cinéma, on a l'impression d'être dans la vraie vie et de se laisser embarquer par l'émotion et par les images et par tout ce que l'on voit. Et vous avez, juste avant, parlé de la musique. La musique est très importante dans tous vos films et c'est vrai que Francis Lay est quelqu'un qui vous colle et qui vous sied très bien. Et ce soir, on est vraiment gâtés d'avoir une belle brochette d'acteurs et d'actrices devant nous parce que franchement, vous êtes là en toute simplicité et on vous remercie pour votre générosité. Voilà. Conclure là-dessus, la banlieue, juste vous rappeler que le film sort le 9 décembre. Alors, comme d'habitude, si le film ne vous plaît pas, parlez-en uniquement aux gens que vous n'aimez pas. Si le film vous plaît, parlez-en aux gens que vous aimez. Ça ne va rien changer pour vous, mais ça peut changer la vie de ce film.